Bienvenue au podcast Mais à la pâte, un podcast dans lequel on reçoit des entrepreneurs d'ici, mais qu'on connaît un peu moins leur vie personnelle et les dessous de leur réussite. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Cécile Dufour, qui est copropriétaire des 6 cliniques Viva à Québec spécialisées en médico-esthétique. Donc, on va vraiment voir les dessous de l'entreprise, de la grande croissance qu'il y a eu dans les dernières années aussi et aborder évidemment la conciliation travail-famille avec des jeunes enfants à la maison. Cécile Dufour, cofondatrice et copropriétaire de Viva Médico-Esthétique, qui est la plus grande chaîne de médico-esthétique à Québec. À 23 ans, tu as parti cette belle entreprise-là qui compte maintenant 6 succursales et plus de 70 employés. Cécile, bienvenue au podcast Mais à la pâte. Hey, ça me fait super plaisir d'être avec vous. Ça va être le fun. Oui, mais là, 23 ans, jeune. Tu sortais de l'université. T'es-tu à l'université? Tu sors d'où pour dire je m'en vais en médico-esthétique, mettons? Oui, moi, j'ai un parcours qui est un peu atypique. Donc, oui, j'étais à l'université à ce moment-là. Moi, j'ai fait d'abord un bac en psychologie. Okay. J'ai toujours été passionnée par l'humain. Je savais, par contre, que je voulais pas nécessairement devenir psychologue, mais j'étais comme un peu perdue à ce moment-là. Je savais que j'aimais étudier ça, mais pas au point que ça soit ma job de vie. Et ensuite de ça, j'étais au MBA en gestion des entreprises parce que j'avais vraiment comme la conviction que je voulais être entrepreneur. Fait que, tu sais, le médico-esthétique est arrivé suite à une occasion d'affaires qui s'est comme présentée devant nous, mais j'ai jamais étudié en esthétique. Je suis vraiment pas issue de ce domaine-là. Okay. Et j'étais vraiment à la recherche là, d'une occasion d'affaires. Tu sais, à la limite, là, je voulais avoir comme inventé quelque chose qui n'existait pas. La petite histoire, un peu comment ça a parti tout ça, le médico-esthétique. Pourquoi? Nous, on est deux dans l'entreprise, moi puis mon meilleur ami d'enfance. Okay. Et à l'époque, on habitait ensemble en appartement. Lui, Simon, en fait, il est podiatre et ça faisait peut-être 1 an et demi qu'il avait ouvert sa clinique de podiatrie. Puis ça marchait super bien. C'était vraiment bien situé au cœur de Sainte-Foy, vraiment chemin Sainte-Foy. Et il avait investi en amélioration locative, il avait aménagé son local. Et ce local-là, il était aménagé en termes de clinique, si on veut. En même temps, il venait tout juste d'acheter un laser pour la podiatrie. Et ce laser-là, en fait, c'est un laser pour le traitement des mycoses. Et là, je vois où est-ce qu'elle s'en va avec ça. Donc là, un local bien situé, un laser pour les mycoses et un sort comme ça. Il fait « Colin, on dirait que mon local il est déjà trop petit. J'ai spoté un autre local super intéressant. En plus, mon laser, je pourrais faire de l'épilation laser avec si je l'upgrade. Ah, ouais. Donc là, on a comme fait « là, il y a peut-être quelque chose là-dedans. » Moi, j'avais un cours à l'université dans le cadre de mon MBA à faire. Il fallait que je monte un plan d'affaires. Fait que je disais « Écoute, moi, je vais le faire là-dessus. On va voir qu'est-ce que ça pourrait donner. » Et à la suite de mon projet d'université, on s'est regardé puis on est comme, on le fait. Puis c'est comme ça que ça a parti. Au début, je pensais que ça allait être comme un petit side puis que j'allais avoir une autre genre de carrière dans je sais pas quoi. Okay. Puis rapidement, en fait, là, j'ai engagé une première esthéticienne. J'ai suivi des formations données par vraiment les compagnies des différents appareils. Au départ, c'était de l'esthétique vraiment plus traditionnelle, mais on avait ce laser-là qu'on optimisait, là, si on veut, puis qu'on rentabilisait. Donc, Simon était super content. Il a pu déménager de local. On a repris son bail. On a partagé le laser pendant la première année. Mais le laser était à un endroit spécifique dans son nouveau local? Oui, c'est ça. Dans le fond, le local qu'il a choisi était comme 2-3 fois plus grand, mais dans la même bâtisse. Fait qu'on promenait le laser d'un étage à un autre. On l'avait comme 3 jours semaine, puis lui 2 jours. Fait que c'était ça, l'occasion, en fait, d'affaires qu'on a saisi. Puis, au début, j'avais vraiment tous les chapeaux, sauf celui d'esthéticienne. Puis souvent, je le raconte souvent, mais je pense vraiment que ça m'a aidé énormément. Puis ça a aidé à propulser l'entreprise parce que je passais pas mon temps dans la cabine. Puis après ça, un petit peu de temps au développement de mon entreprise. Là, c'est vraiment tout mon temps a été investi là-dedans. Oui, parce que souvent, les entrepreneurs vont se faire aspirer justement par le technique, le courant. Le courant, effectivement. Puis ils vont oublier justement tout ce qui est administratif qui est tout aussi important. Puis souvent, dans le service, c'est ça, là, il reste très peu de temps pour le marketing, le développement des affaires, parce que justement, c'est hyper prenant
d'être dans la cabine, faire le traitement. Donc, moi, je faisais même des consultations. J'étais vraiment à la réception. Je m'occupais du marketing et compagnie. Et de fil en aiguille, ça a vraiment comme évolué. Puis, on a investi dans un autre local. Puis là, en tout cas, ça fait 13 ans là, qu'on est en affaires. Ça fait 13 ans. Ouais. Mais c'est inspirant. Puis aussi, des fois, quand il y a beaucoup d'entrepreneurs, j'ai l'impression qu'ils se lancent une entreprise puis ils commencent en étant comme solopreneur, si je peux dire. Mais toi, dès le début, tu avais quelqu'un dans ton équipe puis tu payais un salaire alors que le revenu devait être vraiment moindre que qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Puis dès le début, ton plan d'affaires était framé pour avoir un salaire. Ben écoute, c'était le seul salaire parce que je faisais vraiment tout le reste, là, dans le sens où je faisais même le ménage le soir. Là. Fait que oui, il fallait que ça soit assez rentable pour dire qu'on était capable de soutenir un salaire. Puis moi, je n'avais pas de salaire, là, dans le sens que je pense que ça a pris 3 ans avant que j'ai une première paye, là, si on veut, puis qu'on soit capable de dégager un petit salaire pour moi. Fait que ça a quand même été long. Souvent, je trouve ça drôle parce que les gens disent « Hey, wow, ça a vraiment explosé, Viva, c'est comme un succès rapide, quasiment. » Puis je suis comme « Non, nous, ça fait comme 13-14 ans là, qu'on a parti ça. » Fait qu'au contraire de ça, c'est comme tellement des années de brique par brique, pierre par pierre, qu'on a, à chaque dollar qu'on faisait de profit, on le réinjectait dans l'entreprise. Pendant plusieurs années. Donc, Puis là, tu disais, dans le fond, que pendant 3 ans, tu ne versais pas de salaire. Est-ce que tu faisais autre chose en même temps? Ou... Oui. Ben, je pense que j'avais comme au moins 2 jobs tout le temps pendant ces années-là. Je travaillais dans la restauration le soir, justement. Fait que là, c'était comme ça me permet d'être vraiment... J'étais super présente 2 jours. Puis là, c'était vraiment, OK, un autre chiffre là, qui commence. Fait que j'avais vraiment comme une double vie là, pendant quand même 2-3 ans facilement. Là, Puis, as-tu besoin d'aller chercher du financement pour la première clinique ou avec ton associé, ça a comme bien roulé puis t'as pas... tu avais ton coût d'acquisition, vous, c'était la machine, c'est ça qui te permettait de faire le gros. T'as-tu besoin d'aller chercher du financement? Bien, c'est sûr que c'était un projet qui était, justement, qu'on n'avait pas... Le local était vraiment aménagé parfaitement en termes de clinique. On avait déjà l'appareil. Après ça, c'était vraiment... c'était minime, puis il y avait le salaire à payer d'une employée. Mais je me souviens, on est allé chercher... On avait réussi à avoir, puis c'était vraiment le maximum. Là, c'était une marge de crédit de 20 000 $. Fait que là, c'était vraiment genre... C'est ça, le maximum. Puis moi, personnellement, je viens pas d'une famille fortunée ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, c'était carrément, il faut que ça fonctionne puis que ça dépasse pas cet endettement-là, si on veut. Puis ça a comme tout le temps bien fonctionné, mais il y a eu des moments où on n'était pas loin. T'as approché ta limite de 20 000. C'est pas beaucoup là, pour lancer l'entreprise. Je pense aujourd'hui, je suis comme, mais voyons donc. T'es imaginative. Ben c'est ça, il faut là, être imaginatif, c'est clair. Mais là, tu dis, Simon, c'est ton ami d'enfance. Oui. Mais là, il y avait déjà tout plein d'acquisitions comme ça. Y a-tu la même âge que toi? Simon, il y a 2 ans de plus que moi. Sauf que comme podiatre, il avait justement réussi à avoir un prêt pour... dans le fond, c'est docteur en médecine pédiatrique. Ça aide beaucoup au niveau du financement. Donc, il y avait eu un financement justement pour son local. Même chose pour son laser. On dirait que dès que tu as le titre de docteur, là, tu es reconnu puis il n'y a pas de problème. Fait que c'est sûr que le point de départ, c'était ça. Puis ça a été un levier super intéressant pour partir tout ça. Là. Puis Simon, à ce jour, est-ce qu'il y a encore une clinique de pédiatrie ou il est 100% dans Viva? C'est vraiment, tu sais, lui, sa job, son core business, c'est vraiment la pédiatrie. Donc, il n'a jamais été impliqué dans le day-to-day dans Viva. Fait que, tu sais, vraiment, moi, c'était comme mon projet. Fait que je l'ai vraiment développé par moi-même. On a toujours pris les grandes décisions ensemble. C'est encore mon meilleur ami à ce jour. On se voit dans 1001 contextes. Puis j'aime avoir il y a vraiment le sens des affaires. C'est comme ma personne préférée pour parler de business. Là. Fait que c'est ça. Fait que les grandes décisions, les moments où, c'est plus compliqué ou quoi que ce soit, on en jase ensemble, mais c'est ça. Sa job, c'est... On le voit jamais vraiment chez Viva. Là. Puis comment vous avez passé, après, pour ouvrir une deuxième clinique? Là, vous êtes allé chercher un financement, j'imagine. C'est laquelle, la deuxième? Deuxième clinique, c'était sur le boulevard Nelson, un local qu'on a, justement, qui n'était pas très loin du chemin Sainte-Foy. Ouais. Et ce local-là, en fait, c'est une reprise, une faillite d'une clinique médico-esthétique. Fait qu'on a comme un peu reproduit le même modèle, c'est-à-dire qu'on est arrivé là, il y avait déjà une clientèle qui était existante. Et le local était aménagé en clinique. Donc, on a sauté là-dessus. Puis encore là, on avait... Parce que, tu sais, la deuxième clinique, je pense qu'on l'a ouvert peut-être 2-3 ans après. Nous, on avait vraiment cette idée-là
de rivaliser avec les plus grands, de créer une chaîne. On était vraiment comme confiants avec notre projet. Des fois, je me dis, mais pourquoi on avait cette conviction-là de pouvoir réussir et compagnie? Mais en tout cas, c'était ça. Et ben c'est ça, tu sais, on faisait pas nécessairement d'argent là, au moment où on a ouvert la deuxième clinique. Ça a pris combien de temps entre l'ouverture de la première puis de la deuxième? Peut-être 2-3 ans, gros maximum. Là. Fait que c'est déjà, je veux dire, je travaillais encore en restaurant, puis en restauration, puis ben, c'est ça. Fait que on y croyait vraiment. Là. Puis après ça, pourquoi? En tout cas, nous aussi, on a des ambitions de croissance, mais tu sais, de dire, OK, 1, 2, en l'espace de 2-3 ans, c'est quand même assez rapide. Puis là, tu dis, ça fait quand même 13 ans que Viva existe, fait que 6 cliniques, ça a quand même été réparti. Nous, de l'extérieur, on a l'impression que, je sais pas, peut-être dans les 4-5 dernières années, il y en a ouvert 3 de suite. Ça se peut-tu? C'est quoi votre plan de croissance? En fait, à chaque année, on a eu un projet, soit d'ouvrir une succursale ou d'en agrandir une autre. Fait que chacune des succursales ont été soit doublées de superficie de par un local qui se libérait juste à côté d'une autre. Fait que en fait, les 3 premières cliniques ont été vraiment doublées de superficie. Fait qu'au début, là, c'était vraiment des petits risques. Là. C'était vraiment des mini-locaux qu'on prenait avec 2-3 cabines. Puis, ben l'occasion s'est présentée à chaque fois. Donc, vraiment, à chaque année, à partir de la 2e année, soit qu'on déménageait une clinique ou on en ouvrait une autre. Donc, ça a été ça jusqu'au... justement, pendant le COVID, on a ouvert la 4e clinique qui est située à Le Bourgneuf. Ça, c'était comme un gros move, là, d'ailleurs. C'est gros, comme, cette clinique-là? C'est votre plus grosse? Sont toutes, maintenant, là, c'est pas mal tout. On essaie vraiment de standardiser, justement, nos cliniques. Puis on trouve que 5 à 6 salles de traitement, c'est vraiment l'idéal pour... un paquet de raisons là, au niveau du roulement et compagnie, de l'équipe, de la taille de l'équipe aussi. Donc, non, c'est pas mal rendu standard, là, un 5-6 salles de traitement là, par succursale. Puis c'est quoi que vous avez en tête comme pour la suite? Tu dis on voulait exploser notre concept, mais c'est quoi le chiffre que vous avez en tête? On ne s'est jamais fixé de chiffre en soi en termes de nombre de cliniques ou quoi que ce soit, mais nous, on croyait au développement, on croyait en notre concept qui est vraiment comme de rendre le médico-esthétique accessible à tous, de par une approche qui est humaine, qui est personnalisée. On voulait vraiment comme s'adresser à monsieur, madame, tout le monde, puis s'adresser à la personne qui n'est pas nécessairement une adepte des soins médico-esthétiques, mais qui veut le découvrir, qui veut arriver dans un endroit qui est sharp, qui est professionnel, qui n'est pas trop cher non plus au niveau des prix. Et on se disait, bien, tant qu'il va y avoir comme de la place à Québec, bien, on va être bien situé dans des artères hyper connues. T'sais, on est à Le Bourgneuf, Pierre-Bertrand. C'est tout des artères qui parlent à vraiment les gens de Québec. Ouais. Donc, le nombre ne nous a pas nécessairement... On n'était pas stické sur un nombre, mais plus à dire, bien, tant qu'on sent qu'il y a de la demande, puis souvent, bien, c'était un peu ça qui nous portait en termes de développement, c'était de dire, bien, là, présentement, avec le concept qu'on a, on sent là, que les 3 cliniques qu'on a commencent à être à pleine capacité. Bien, là, on en ouvre une 4e, on en ouvre une 5e. Puis, tu sais, parce qu'avant, est-ce que vous étiez juste esthétisme et après, ça l'a bifurqué vers le médico-esthétique? L'évolution de l'offre de service, ça s'est vraiment fait justement sur le long terme. Au final, à chaque année, on a... Avant, je te dirais que l'esthétique prenait vraiment comme une grande place. Puis on avait notre laser qui faisait des traitements qu'on dit médico-esthétiques, donc traitements avancés pour la peau, vasculaire, puis épilation définitive. Et d'année en année, on a vraiment fait ce virage-là en faisant l'acquisition de technologies pour des traitements avancés. Puis c'était ça notre idée, là, c'était de délaisser l'esthétique plus traditionnelle et de se tourner vers les appareils, les technologies. Et il y a 3 ans, lorsqu'on a ouvert notre succursale vraiment de la division médicale, ça a vraiment été comme un point tournant aussi pour aller encore plus loin dans ce virage-là. Et là, on accueillir en fait des infirmières, cliniciennes, médecins. Donc là, c'est comme si on a vraiment fait ce virage-là presque complet là, au niveau plus du médical, en rajoutant des services qui sont un petit peu plus nichés puis spécifiques aux médecins, aux infirmières, comme le traitement pour la perte de cheveux, comme les injections d'agents de comblement et compagnie. C'était des traitements que ça, je voyais plus ou moins dans le réseau Viva et que je voyais vraiment comme sortir pour dire, bien, l'instant d'un moment, les gens qui viennent recevoir leur traitement dans le réseau Viva vont venir à la division médicale puis ils vont revenir par la suite dans le réseau.
Fait que cette clinique-là, elle ne fait que ça. Exact. Puis elle fait pas de... OK, fait que vous l'avez vraiment séparée des opérations. Oui, on a vraiment comme voulu vraiment la distinguer des autres, justement parce que c'est des traitements vraiment comme nichés, si on veut, avec des effets secondaires plus importants. Puis on dirait que je voulais vraiment comme les sortir du réseau. Fait que c'était un super good move, là. Ça, je suis vraiment contente de l'avoir fait. C'est ça, encore à ce jour, parce que c'est quoi? Ça fait comme 2-3 ans que ça existe? Es-tu encore contente? Est-ce que si tu ouvres une prochaine clinique, tu ferais encore ça si soit c'est une clinique d'esthétique ou soit c'est juste du médical? Est-ce que tu ferais ça comme ça? Oui, vraiment, honnêtement, je me souviens le moment où j'étais comme... Parce que je me posais des questions par rapport... Je voulais rentrer, entre autres, des tatouages par laser. Mais ça, c'est le genre d'appareil que... Je veux pas qu'une technicienne travaille une journée par semaine, quoi que ce soit. Là. Pour être bon, pour que ça soit hyper sécuritaire, ça prend des filles vraiment d'expérience qui sont prêtes à faire ça comme temps plein. Puis je le voyais pas dans le réseau, mais je savais qu'il y avait un besoin. Là, à Québec, il y avait personne qui avait pris le lead de ce marché-là. Puis on se faisait souvent demander. Il y avait les injections aussi, que j'étais comme, ça me tente pas que le médecin arrive dans une des cliniques une fois de temps en temps. Je veux vraiment que tout soit sur place, puis que, tu sais, c'est un roulement qui est différent, veut pas, tu sais, gérer un horaire d'un médecin et compagnie. Fait que vraiment, quand j'ai eu l'idée de dire, ben OK, non, on sort ces traitements-là, puis on crée vraiment cette division médicale, ça a vraiment fait du sens. Bon, c'est pas sans défi, là, tu sais, il faut vraiment... au niveau faut l'expliquer aux clients. Tu sais, même au niveau marketing, c'est quand même un défi. Tu te repositionnes sur une autre map. Puis, tu sais, la concurrence, elle était quand même... Ben, je crois qu'elle est très forte là, dans l'esthétisme. Ouais. Comment vous avez fait pour comme, arriver à une nouvelle clinique puis vous positionner tout de suite? Est-ce que c'est par des bas prix? Tu sais, moi, je me rappelle, je voyais vos pubs partout, du laser, je pense, Triton. Est-ce que c'était ça, votre technique, ou comment vous avez fait? Bien, encore là, tu sais, autant qu'il y a eu une évolution au niveau de l'offre des services, il y a eu une évolution aussi au niveau marketing. Tu sais, puis juste pour finaliser la question tantôt, les gens souvent nous nomment qu'on est connu ou que, tu sais, à partir du moment où on a eu un budget pour faire des médias plus de notoriété, comme la radio et compagnie, tu sais, je le vois vraiment, ce genre de points tournants où les gens nous reconnaissent parce qu'on s'est permis, puis on était rendu là. Tu sais, tu fais pas de la radio quand tu n'as pas le budget pour le faire. Là, tu sais, puis, exemple, des médias comme ça marche super bien, mais il faut que tu en fasses à l'année, là, tant qu'à moi, là, tu sais, avec des petites interruptions, mais c'est pas une pub que tu fais, puis, tu sais, oublie ça. Tout le monde te reconnaît, c'est ça. C'est quand tu te lances là-dedans, mais c'est que tu es vraiment rendu là. Et la question... Mais comment vous avez fait pour vous positionner dans un marché ultra concurrentiel? Au niveau du marketing. Bien, en fait, c'est ça. Au départ, nous, on avait peu de moyens financiers. Puis j'avais comme essayé des petites affaires par-ci, par-là. Tu sais, des flyers. Mais c'était beaucoup des coups d'épée dans l'eau et compagnie. Puis, à un certain moment, je me suis vraiment rendu compte que ce qui était vraiment le meilleur retour sur l'investissement, c'était en lien avec tout ce qui était les pubs sponsorisées, Google Ads, Meta et compagnie. Puis, à partir du moment où j'ai fait, pourquoi je fais un paquet d'autres affaires, j'ai un petit budget, tu sais, moi, ce que je veux, c'est de l'acquisition de clients. Fait que c'est pas de la notoriété, c'est pas, tu sais, je veux que chaque action, ben ça soit directement. Et donc, on est allé dans les premières années, là, uniquement sur le web. Sur le web, uniquement. Mon budget marketing était exclusivement. Puis des fois, c'était tentant, mais j'étais comme, non, tu sais, je reste vraiment alignée à dire comme chaque dollar investi, j'essaie qu'il me rapporte le plus possible en termes d'acquisition. Puis c'est le fun parce que sur le web, tu peux le calculer. Ben, j'imagine que tu pouvais, tu savais comment le calculer exactement. Puis ça, c'est le genre de partenaires aussi que j'allais chercher comme à l'externe. Moi, j'ai toujours pensé que ça, c'est le genre d'affaires que c'était au-delà, comme, autant que j'étais prête à avoir tous les chapeaux, mais pour ça, puis d'aller vraiment chercher des gens qui sont vraiment spécialisés. Puis à partir du moment où j'ai fait ça, ça a commencé vraiment à, exploser. À scaler, mais vraiment, Puis j'ai jamais regretté d'avoir fait cette stratégie-là, puis ça a été ça pendant plusieurs années. Au départ, on était très agressif au niveau des prix, effectivement. Je voulais quand même faire attention pour pas non plus être comme, tu sais, que ça tombe dans le cheap, dans, OK, où à la limite, les gens se méfient là, d'un prix qui est trop bas. Fait que trouver le juste prix, c'est comme... Mais vous avez quand même cassé la concurrence, à mon souvenir, parce que le laser, l'épilation définitive, c'était vraiment... beaucoup moins abordable, je pense, pour une génération plus vieille que nous. Puis là, pour nous, c'est comme... On a l'impression que tout le monde fait ça, puis c'est abordable. Il y a comme un changement là, dans les dernières années. En fait, moi, quand j'ai fait mon plan d'affaires, j'avais les anciens prix et compagnie. Et au moment où je me suis lancée,
il est arrivé les Twango et compagnie, là, les achats groupés. Là, tu sais, ça a vraiment perdu en popularité et compagnie parce que, bon, il y a eu beaucoup d'échecs puis les gens étaient juste pas capables de soutenir ça. Et moi, je me souviens, là, j'étais tout fière, hein, on se lance en affaires. Puis là, boum, genre 2 semaines plus tard, il arrive les Twango. C'était, exemple, les plaçons laser. Ça passait de, exemple, moi, j'avais calculé que quelqu'un qui fait ça pendant 1 an, c'est, mettons, 4 000 Puis là, c'était comme 299 pour le corps en entier pour 1 an. Là, ça n'a pas de bon sens. Hein? Mais c'est quoi? Puis il y a tellement de monde qui se sont lancés là-dedans, tu sais, d'autres, des petites cliniques. Mais là, fait que là, moi, ça marchait plus du tout. Les gens étaient là, ben là, j'ai comme 10 fois moins cher ailleurs, pas genre comme... 10 fois, là, c'est ça, c'est pas 5 C'était ridicule, ça avait aucun bon sens. Puis nous, on avait vraiment un laser de grade médicale. C'était pas comme un petit appareil laser chipette. Il était vraiment de qualité. Puis je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça marche pas du tout. Tu sais, quand il faut se revirer de bord en affaires. Là. Fait qu'on s'est dit, regarde, on le fait. On y va all-in. Fait qu'on est allé dans les Twango. Non, vous êtes allé dans les Twango? OK, vraiment pas cher. Vraiment pas cher, mais c'était des forfaits sur 1 an. Puis moi, je me suis dit, on va toffer 1 an. On va vraiment, ça va être difficile. On fera évidemment aucun argent avec ça. Tu roules-tu à perte? Vraiment très limite. Là. C'est sûr que tu fais pas $1 avec ça. Là. Nous, on avait des stratégies de dire, par exemple, la personne, elle avait 2 forfaits de laser, bien, est-ce qu'on peut, en prenait une avec nous de plus? Fait que là, on avait fait des stratégies pour que le panier d'achat soit plus important à chaque visite qu'elle faisait que ce qu'initialement. Mais sinon, s'il n'y a pas d'ajout, c'est à perte, là, c'est sûr, sûr. Et on s'était comme dit, donné comme pari de dire, bien, on t'offre 1 an et après 1 an, bien, les gens n'auront pas nécessairement terminé encore leur traitement. Ils vont avoir un intérêt pour faire d'autres choses. On a 1 an pour les charmer puis qu'ils restent avec nous. C'est ça qu'on a fait. Et là, un coût d'acquisition de clients. Exact, oui, finalement, c'est ça. Fait que ça a vraiment été... C'est ce qui a fait quand même qu'on a grandi assez vite parce qu'on a eu une masse de gens qui sont arrivés. Sûrement. Ça a été vraiment difficile. Ça, dans la ligne du temps, c'était vraiment au début. Au début? Oui, vraiment début. Là, ça faisait même pas 2 mois là, que j'avais ouvert la clinique. Fait que, tu sais, puis les Twango de ce monde... je pense que ça a duré peut-être 2-3 ans. Là. Fait que, les premières années, on était comme là-dessus, puis c'était c'est lourd, là. C'était du gros roulement, puis pour rien faire, là, je me souviens, des fois, là, je sortais le TPV à la fin de la journée, puis vu que c'était déjà prépayé et compagnie, là, c'était tellement décourageant. Mais justement, ça a dû vous décourager pas mal au début. Qu'est-ce qui vous a convaincu de continuer quand même? À aucun moment, je me suis dit que c'était pas possible de réussir. Là, mais là, encore là, je me l'explique moi-même pas vraiment. Là, mais je pense que peut-être dans ces âges-là, quand tu veux, tu as vraiment le désir de créer quelque chose. Je voulais vraiment être en affaires. C'était mon but dans la vie. Fait que c'était comme de renoncer à ça ou de dire, ben, ça va peut-être pas marcher. Je me suis jamais posé cette question-là. C'était comme, let's go, on fonce puis on le fait. Là. Puis comment tu as fait pour changer la perception des clients? Parce que nous, dans la restauration, pour se faire connaître, on l'a déjà fait dans le passé, d'aller ultra low cost. Mais après ça, de changer ça, ben, c'est comme si ta clientèle n'est pas habituée à ça, tu n'es pas perçu comme ça. Comment tu as fait pour naviguer au travers de ça? Parce qu'à ce jour, je pense pas que Viva est reconnu pour tout le temps miser sur les bas prix. Vous, c'est vraiment la qualité des services. Tout ça, comment vous avez fait le changement? Ça s'est fait graduellement de par un marketing qui était plus élaboré, si on veut. Fait que là, au lieu de juste, tout est dans le ton, tout est dans le type de promotion. Fait qu'il y a comme eu une évolution, mais on est quand même resté aligné avec le fait de... nous, ce qu'on veut, c'est offrir le meilleur rapport expérience-prix. Dans le fond, fait que nous, on en offre plus à tous les niveaux. Un encadrement médical, du staff vraiment de qualité, une facilité de prise de rendez-vous. Vraiment, là, notre expérience client, on essaie qu'elle soit vraiment top, pour un prix qui va être sensiblement pareil à, exemple, la concurrence. Ce qui fait que moi, je veux que la personne ne se pose même pas de questions à savoir pourquoi je ne choisirais pas Viva. Là. Of course que je vais y aller avec eux pour tout ce qu'ils m'offrent pour un prix qui est sensiblement le même. Donc, graduellement, en faisant dans la pub un petit peu plus de notoriété, en développant justement le médical, en jouant pas, exemple, au niveau du médical, on n'est pas... il n'y a aucune promotion qui se fait. Nous, on veut mettre l'emphase
sur des résultats naturels, sur un encadrement qui est vraiment A1, sur la qualité de nos injecteurs. On travaille avec Dr Dallaire, qui est notre directrice médicale. C'est elle qui forme les médecins. On ne jouera pas avec les prix à ce niveau-là parce que c'est vraiment... tu mets ça quelque chose d'autre. Oui, c'est ça, exact. Fait que c'est vraiment évolutif dans le message puis le type de publicité aussi qu'on envoie. C'est clair. Puis pour assurer justement l'efficacité ou en tout cas que le service rendu, je sais que toi, tu n'étais pas dans le médico-esthétique. Comment vous faisiez au début ou peut-être même encore à ce jour de s'assurer de ça? Étant donné que j'imagine que c'est pas toi qui forme... De s'assurer du service rendu et compagnie. Bien, moi, je pense que ça a été vraiment, puis ça l'est encore, ma grande force, là, d'être comme une bonne leader, je pense, d'être vraiment... au cœur des... Tu sais, je suis hyper présente dans l'entreprise, là, tu sais, je veux dire, je l'ai été puis je le suis encore. C'est sûr que je suis pas dans la cabine en tant que telle, mais tout part, je pense, c'est d'avoir un bon service. Comment mesurer le bon service? Si tu as des employés qui sont heureux, qui sont bien traités, qui sont traités avec respect, qui ont un sentiment d'appartenance envers l'entreprise, c'est le point de départ. Tu sais, des fois, je trouve qu'on focus rapidement sur le client et compagnie, mais moi, je focus vraiment sur l'employé. Puis de par mon parcours puis mon histoire un peu, bien moi, tout tient sur l'employé. J'ai jamais fait le traitement. Ça, bon, peut-être mon background, ma personnalité et compagnie. Ouais, aussi. J'ai toujours eu ça en tête, d'offrir des bonnes conditions de salaire, d'offrir des conditions au-delà du salaire, là, vraiment de conciliation. Oui, exact. Des valeurs de respect, des valeurs comme d'entreprise, d'être la meilleure version de soi-même. Mais ça, là, c'est un sentiment d'appartenance des employés. Ça se crée pas en... Il y a des fois, je me fais poser la question, mais comment je pourrais faire là, pour avoir... Oui, mais c'est comme plusieurs années de travail acharné par rapport à ce qui est important pour moi. Puis ça fait en sorte que les équipes sont heureuses, puis ça se ressent, je pense, de par notre marketing et compagnie, tu sais, quand on fait des différentes... tous nos réseaux sociaux et compagnie. Je pense que les filles sont bien, puis quelqu'un qui est bien, qui veut garder sa job, mais nécessairement va donner un bon service. C'est clair. Puis du côté technique, j'imagine que vous avez rapidement dû vous allier avec quelqu'un qui pouvait faire un peu un contrôle qualité ou... Comment ça marche dans votre domaine? Oui, en fait, nous, maintenant, on a des formatrices à l'interne qui font de la formation continue dans les cliniques, puis ça assure de former l'ensemble du staff là, qui... Puis on s'est vraiment... créer nos propres standards, dans le sens où, nous, c'est un domaine, l'esthétique, où je pourrais en faire moins, mais moi, mon idée, c'était de dire, je veux vraiment en faire plus que ce qui est demandé, parce que, ça peut vite être, une formation en laser. Nous, évidemment, toutes les filles sont formées. Il y a des préqualifications. C'est ça, exactement. Il y a comme un cours d'esthétique. Après ça, il y a un cours supplémentaire pour le laser. Mais même, il n'y a pas si longtemps, le cours pour le laser, des fois, il y avait des places que... ne l'avais pas nécessairement. Moi, c'était comme... J'ai vraiment mes critères d'embauche puis de formation, je les mettais à ma sauce à moi, là, à mes standards à moi. Formation continue avec les formatrices des compagnies avec lesquelles on travaille, mais vraiment pas qu'une fois. Là. Moi-même, la formation, exemple, laser, je l'ai peut-être suivie 15 fois. Là. On dirait que je voulais tout le temps être de ces formations-là pour reposer des questions, aller plus loin. Puis on a comme une bible de formation là, qui s'est build-upée au fil des années, qui est rendue comme épaisse comme ça. Tout est vraiment là, comme... Tout est tellement réfléchi dans le détail suite à justement toutes ces années-là justement de formation continue et compagnie. C'est le fun parce que dans votre domaine, c'est comme les propriétaires, pas les propriétaires, mais ceux qui vendent les machines, les fournisseurs viennent former, c'est ça? Oui, eux, en fait, les compagnies qui vendent les appareils ont des formatrices à l'interne qui se promènent. Dès qu'une compagnie achète un laser, ça vient avec une formation. Mais souvent, c'est comme, moi, j'en veux plus que ça. Là, Puis... Moi, je veux dire, j'étais déjà allée à l'école. Les compagnies, au début, je faisais vraiment là, des résumés, des formations. C'est vraiment créer notre propre Bible là, à nous, si on veut, versus peut-être quelqu'un qui a la formation rapidement, qui n'a pas pris de notes pendant la formation puis qui l'opère. Ça peut vite, des fois, dérailler là, dans ce domaine-là. Fait que, pour moi, c'était super important, justement, mon background académique, de l'amener puis de le faire...
Utiliser cette manière-là. c'est profiter au final. Là. Puis là, vos cliniques, parce que 6 cliniques dans la ville de Québec, tu sais, c'est quand même beaucoup dans le même emplacement. Puis tu dis, ben il y a de la demande, fait qu'on ouvre un autre, puis ça se remplit, fait qu'on ouvre un autre. Est-ce que vous avez des projets d'expansion pour sortir de la ville de Québec? Oui, là, je te dirais que, en fait, là, cet été, on a ouvert la Rive-Sud à Saint-Romuald. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'était quand même Oui, c'est ça. Puis, ça faisait un petit bout que j'y pensais. C'était quand même un gros move pour moi. On dirait que, tu sais, quand tu connais pas la ville de Québec, je la connais par cœur. Je viens de Québec. Oui, c'est ça. Puis, on dirait que j'étais comme dans mes pantoufles. Là. OK, je sais que le Bourgneuf, c'est sûr, ça va marcher. Quand tu comprends la game, pour le marché que je connais. Exact, oui. On n'a jamais fait d'études de marché. Là, c'était vraiment au feeling. Donc, je me suis... c'est ça. Pour ce qui est de la Rive-Sud, je savais que ça... Je veux dire, on le sait, c'est en expansion et compagnie. Mais ça restait un petit peu plus... c'est un move un petit peu plus... nébuleux. Ouais, c'est Saint-Romuald. Pourquoi Saint-Romuald? Pourquoi pas Saint-Nicolas ou Lévis Centre-Ville? Je te dirais que Saint-Romuald, c'est un move safe quand même. Là. C'est vraiment tête des ponts. Je me dis, my God, tout le monde qui repart de la rive nord de Québec passe devant notre local. En plus, c'était un local super bien situé dans le sens où on est vraiment... on est vu de par l'autoroute. Nice. Ouais, c'est ça. C'est une visibilité, Ce feeling-là, quand tu dis, là, oh my God, c'est sûr que ce local-là, ça va le faire. Là. Puis à chaque fois, ça nous a pris ça. Là. Puis il y a plein de fois où il y avait des locaux que finalement, ça n'a pas marché pour X raisons. Puis pas longtemps après, on trouve, exemple, le local soit sur le Bourgneuf ou à Saint-Romuald, puis on est comme, oh my God, mais imagine si on avait loué notre local. Il faut vraiment que tu laisses ce genre de feeling-là, là, que tu as quasiment les poils qui se dressissent, puis c'est comme une évidence que ça va marcher. Puis à Saint-Romuald, c'était ça pour moi. Ça a bien marché, en fait. Fait que ça, c'était un move en soi d'aller sur la Rive-Sud. On a fait un hybride des deux, de la division médicale. Oui, exact. Pour se positionner, mais je verrais éventuellement peut-être une clinique, tu sais, vraiment de le scinder en deux, puis qu'il pourrait avoir une autre clinique sur la Rive-Sud où là, ça nous permettrait vraiment de suivre le plan qu'on s'est donné au niveau du réseau, puis de la division médicale. Et je suis vraiment comme à la croisée des chemins, je te dirais, par rapport à what's next? Parce qu'effectivement, là, à un moment donné, je veux dire, je pense qu'on dessert super bien la ville de Québec, on est bien spoté. Tout le monde peut avoir une clinique Viva pas loin, comme à 10 minutes quasiment de sa résidence. Donc, c'est ça. Je suis comme un petit peu à... Est-ce qu'on développe vraiment Québec? On reste comme super fort à Québec, puis on développe encore plus loin le médical. Je suis un petit peu... Ouais. Ça ou... Ou, là, on va... je pense que c'est un modèle qui peut vraiment bien vivre dans d'autres villes. On se le fait même souvent demander, Trois-Rivières, Montréal et compagnie. Mais ça reste que je pense qu'il faudrait que je sois comme bien entourée et compagnie. Fait que je me suis donné un peu l'année. Cette année, j'aime bien me donner des mots là, pour chaque année. Cette année, c'était ancrage. Fait que je veux vraiment comme me grounder, quand tu as une progression qui est quand même... rapide, qu'à chaque année. Puis, je pense que là, on est à la croisée des chemins. Fait que je veux vraiment me donner une année pour solidifier les bases, puis discuter avec... fait qu'on pourra s'en jaser ça, parce que c'est tout corpo en ce moment, c'est ça? En fait, nous, on a vraiment incorporé chacune des entreprises. Qui vous appartiennent à vous. Oui, c'est ça, exactement. On a quand même refait notre structure vraiment fiscale en fonction de... pouvoir franchiser, n'importe quoi après. Là, exact. Puis, est-ce que, mettons, qu'est-ce qui est géré au centre de service versus en succursale? Est-ce que tu as une directrice, puis elle a fait les horaires, elle commande tout, ou tout est géré au centre de service? Comment vous êtes structuré? Ça fait... Souvent, les gens pensent que ça fait comme 8 ans là, qu'on a des personnes puis des départements, là, mais ça fait peut-être même pas 3... Ça fait 3 ans. Vraiment, on a les premiers départements ont vu le jour. Donc là, on a une équipe au marketing qui est composée de 3 personnes. J'ai une directrice des ressources humaines. Ensuite de ça, directrice des opérations qui s'occupe de vraiment tout le roulement et compagnie. On a le centre d'appel, donc directrice de l'administration. Et j'ai des gestionnaires par succursale, en fait. Donc, dans chacune des succursales, il y a une gestionnaire, c'est la personne ressource pour les employés. Et moi, en fait, j'ai comme un meeting par semaine avec chacune de ces gestionnaires-là. Et j'ai fait encore la tournée 1 fois ou 2 semaines dans l'ensemble des cliniques où il y a toujours un 45 minutes qui est réservé avec chacune des équipes, faire le point, faire des meetings. C'est à chaque semaine, mais moi, je l'ai fait 1 fois ou 2 semaines. OK.
Fait que que je quand vois même, t'es vraiment l'ensemble en quand même. contact direct avec Puis tout le j'aime monde en ça, là, clinique, tu sais, là. honnêtement, c'est toujours super le fun. Puis c'est quand même demandant, là, tu sais, la journée quand même, Ouais. je me promène, Ah, c'est tu sais, clair. vraiment de clinique en clinique. Mais j'adore ça. Tu sais, je pense, en tout cas, c'est super important d'avoir comme le contact avec les filles, de sentir qu'on est comme groundé. C'est sûr que ça évolue, là, les filles ne me voient plus autant qu'avant, là, dans le day-to-day. Je peux pas comme... parce que là, j'ai comme un paquet d'affaires, puis ça... il a fallu qu'il y ait une transformation quand même dans mon rôle, dans mon style de leadership aussi. Mais je veux garder les valeurs fondamentales quand même. Fait que des fois, c'est ça aussi. Je me dis, tu sais, je veux pas... Je veux tu sais, j'aurais des aspirations d'avoir une expansion, mais je veux vraiment que ça garde les valeurs fondamentales, que l'employé n'est pas un numéro, puis que le client n'est pas un numéro non Je plus. comprends. Fait que je pense que ça peut se faire, mais tu sais, ça reste que c'est ça qui me ground. Oui, clairement. Puis, tu sais, dans le fond, là, tu es super impliquée dans l'entreprise et tout ça. Comment... T'es maman aussi? Oui. Comment est-ce que tu balances ta vie professionnelle? Elise est curieuse, là. Ouais, je veux savoir. Comment tu y arrives? Première chose, ça se fait. Donc, si je peux t'encourager là-dedans. Ton conjoint, il est-tu en affaires aussi? Ou, non, mon Dieu. Comme, pas. non, mais c'est ça, hein? Parce que deux en affaires, c'est du stock. Pour moi, puis après ça, chaque modèle est différent. Puis je pense que l'idée, c'est d'être bien dans le modèle qu'on choisit. Mais pour moi, d'avoir comme quelqu'un qui aurait une carrière, je veux dire, ça le ferait pas, là. Tu sais, notre modèle, il fonctionne bien. Fait que là, les a perdu tous. Ah, merde, OK, ouais. Ah non, c'est pas grave, écoute, je prends tous les conseils. Non, mais je peux comprendre que balancer, tu sais, comme mais comme ma sœur Kata, son chum est en affaires aussi, ils ont 4 enfants. Puis c'est rock'n'roll, c'est rock'n'roll, là, mais ça y va, là, puis c'est comme au corps de tout. Oui, chaque minute est comme... Oui. C'est pour ça que d'emblée, je disais, tu sais, vraiment, je pédale. Non, mais pour vrai, n'importe quoi est possible. Puis, tu sais, moi, les gens, là, je travaillais tellement, puis je me souviens qu'il y avait tellement de monde qui me disait, là, hey, mais comment tu vas faire? Mettons, ma première grossesse, ça n'a pas pas d'allure, puis ça, puis finalement, c'est comme. On le fait, là. Oui, c'est ça, exact. T'as-tu pris un congé maternel? Tes enfants, t'es eu, sont jeunes, je pense, fait que t'étais déjà en affaires. Oui. Puis t'as-tu un congé de maternité ou t'as travaillé au travers tout le temps? Pas tant que ça. J'ai travaillé au travers, puis on n'était pas rendu au moment où je pouvais déléguer. Là. C'était vraiment... C'était des grosses années de développement, mais en même temps... As-tu réussi à ralentir un petit peu quand même pour récupérer? Ben, pas tant que ça. Non. Mais c'était vraiment... je me souviens, là, j'ai des employés qui m'ont vu, tu sais, qui sont avec moi depuis... parce que moi, ma plus vieille, elle a 9 ans, là. Donc, tu sais, c'était quand même... relativement dans... Ben, pas les débuts, mais tu sais, on n'était pas... c'est charnière, tu t'occupes de tout. Ouais, fait que c'était comme vraiment des grosses années là, où j'avais... ben, c'est ça, je me souviens, j'avais peut-être pris quelques jours là, suite à la naissance, puis après ça, je traînais Rose, ma petite Rose, je la traînais dans sa coquille, puis là, je me souviens, les filles riaient de moi, là, on faisait des pédicures dans le temps, là, puis il y avait comme le bain de pied, là, c'était ma petite salle pour allaiter, puis là, je revenais pas longtemps après, fait que c'était vraiment, c'était ça. Tu l'as vraiment vécu avec elle. Oui, puis c'est mon chum qui a pris les congés vraiment parentales. Je me souviens, à l'époque, j'habitais pas loin de la clinique, fait que des fois, justement, pendant que mon bébé dormait, là, j'allais travailler. Après ça, je revenais pour l'allaiter. Je retournais travailler. On dirait que dans ce temps-là, j'étais comme... Ça peut pas être autre chose. Genre, je l'ai fait. Puis tu sais, j'ai toujours beaucoup travaillé aussi. J'étais sport-études quand j'étais jeune. Tu sais, j'ai fait le recap un peu de ma vie. Puis je pense que c'est quelque chose que je me suis comme toujours habituée quand même. Là. Occupée. J'ai toujours été hyper occupée. Tu sais, je faisais de la natation en mode compétition. Puis tu sais, de 10 ans jusqu'à 17 ans, je m'entraînais, tu sais, 25 heures semaine dans la piscine. J'avais des jobs en même temps. Tu sais, c'était ça ma vie. Fait que je pense que quand tu es habitué à un rythme qui est rapide, ben là, c'était comme... Je le faisais. Puis j'aime beaucoup ta transparence. Puis tu sais, on dirait comme si on donnait des conseils, je sais pas trop, mais tu dis, on était dans un rythme de l'entreprise que je pouvais pas vraiment déléguer. C'était comme plus petit, puis c'était en développement. Puis
T'as comme moins d'équipe dans ce temps-là. Puis moi aussi, à ma première, c'était ça. Là. Moi, j'avais juste même pas pensé. Là, j'étais comme, je vais avoir mon enfant, puis ça sera ça. Mais tu sais, plus tu es structuré, plus l'entreprise grossit, plus tu as des ressources aussi autour de toi. Oui, ben oui, totalement, oui. Puis comme ton premier congé de maternité versus ton troisième, il y a sûrement une petite différence? Ou... Quand même, mais moi, je les ai eus quand même rapprochés. Là. Vraiment, ils ont 2 ans d'écart. Donc, tu sais, en 4 ans, j'avais eu 3 enfants. Là. C'était vraiment une période extrême. Mais justement, ma plus jeune, Jackie, elle est née juste un petit peu avant le COVID. Puis, fait que, tu sais, 2019. Ça vous a beaucoup impacté, là? Oui, vraiment. Moi, ça a été une grosse épreuve. Justement, c'était comme un peu dans les années où je commençais à vraiment voir que là, Viva, ça commençait à vraiment bien aller puis à être solide, puis que je commençais à possiblement pouvoir vraiment déléguer. Tu sais, en affaires, c'est vraiment comme une roue qui roulait extrêmement, en tout cas dans mon cas, extrêmement lentement au départ. Puis là, à un moment donné, ça roule un petit peu plus vite, puis un petit peu plus vite. Puis à un moment donné, tu fais comme « Oh my God, ça va bien, le yes ». Je me souviens, j'avais dit ça à mon chum, chérie, je pense que genre ça marche, là, tu sais. 2 semaines plus tard, la COVID arrive, fermeture. Puis là, tu sais pas ce qui s'en vient par la suite et tout. On savait rien, là. C'était vraiment, là... Fait que c'était un peu crève-cœur, mais rapidement, là, je me suis comme retroussé les mains, puis on a fait d'autres projets et compagnie. Mais pour dire que, on a quand même été fermés 3 mois. Puis, ça m'a comme fait un petit congé de maternité. On dirait que je l'ai vu comme ça. Là. Je me disais, hey, mes 3 enfants, j'ai pas eu des gros congés. Moi, je vivais le jour et la nuit. Là, je voulais justement me rattraper là, quand j'étais pas là nécessairement le jour. Fait que c'était moi qui me levais la nuit et compagnie. Fait qu'avec Jackie, j'ai comme eu un petit baume par rapport à ça, de vraiment l'avoir vécu un peu autrement à cause de la COVID. Mais sur le moment, est-ce que tu es consciente de ça puis tu es reconnaissante ou tu penses juste à l'entreprise qui est fermée présentement puis ça opère pas puis tu as des frais fixes à payer? Tu fais-tu vraiment en profiter ou le stress financier que ça a aussi? Non, c'était quand même une période où je peux pas dire que c'était up la vie, là, mais on dirait que moi, je suis un peu comme ça, là, dans l'adversité, dans les épreuves, il faut comme essayer de voir un petit peu qu'est-ce que je peux faire. Là, Puis j'avais quand même cet espoir-là. J'étais comme, ça peut pas durer éternellement. Là. Je veux dire, c'est sûr que la vie va reprendre et tout. Fait que non, je suis quand même pas du genre à un peu m'abattre, là, si on veut. Là. Fait que rapidement, puis je me souviens, ça a été le levier de plusieurs beaux projets là, qui ont vu le jour pendant le COVID. Oui, c'est ça. Comment ça vous aura défini? Parce que, il y avait des entreprises que, eux avaient déjà un modèle d'affaires qui était prêt pour ce mode de vie-là, mais vous... nous, c'était vraiment il a fallu que vous vous adaptiez. On était complètement impactés. Justement, moi, pendant les périodes de fermeture, on a fait tout le virage numérique au niveau des dossiers. Fait que j'ai engagé des filles pour justement numériser. Tu sais, genre d'affaires de projet là, que tu dis... Quand est-ce qu'on va le faire? Là, tu vois pas le jour de le faire. C'est vraiment intense. Là. Puis nous, ça faisait quand même plusieurs années qu'on était en affaires. Je savais que je voulais le faire, mais tout de suite, rapidement, on a fait ça. Ça, c'était vraiment génial. Après ça, vraiment, moi, mon idée, c'était de dire faut pas que je perde mon staff, mon équipe. Là, fait que c'était vraiment d'alimenter les filles, leur donner espoir à tous les jours. Là, je me faisais comme un devoir de comme garder les troupes, là, si on veut. J'ai lancé la boutique en ligne là, qui est comme une autre entreprise qu'on a qui s'appelle biendansmapeau.ca. C'est un site d'achat en ligne de produits. Fait que finalement, il y a comme un paquet de choses qui sont ressorties de ça hyper positives et lorsque ça a réouvert, là, justement, on avait une équipe qui était super forte puis prête à recevoir versus d'autres... ça a comme fait mal aux plus petites entreprises un petit peu, là, qui ont perdu beaucoup de leurs employés. Nous, vraiment, j'avais 100% de mon staff. Vous étiez quand même assez bien positionné pour garder... ça a vraiment été un tremplin exceptionnel après le COVID parce que les gens étaient prêts, voulaient recevoir des traitements, puis nous, on était prêts à les recevoir. Justement, c'est là qu'on avait, durant le COVID, on avait signé... justement, c'est qu'on a fait tous les travaux pendant certaines fermetures. Puis, mais il fallait quand même avoir du guts là, à ce moment-là. Mais d'investir quand tes rentrées d'argent sont très limitées. C'est ça. Oui, puis de dire, OK, ça va réouvrir sous quelle forme et tout. Mais ça a été justement, finalement, un des meilleurs moves là, qu'on a fait. Là. Puis, Cécile, tu sais, on dirait c'est nos vieilles mentalités qui, des fois, sont encore présentes au Québec dans la vie familiale, que la femme est comme plus près de ses enfants, travaille peut-être un petit peu moins que son conjoint. Dans votre cas, tu dis que c'est ton chum qui a pris les congés parentaux. Est-ce que ça a fait un froid dans votre couple? Est-ce que c'était ça? Comment vous avez vécu ça? Moi, c'était pas...
c'est le modèle qu'on a choisi parce qu'on s'en est parlé puis ça le faisait. Tu sais, si j'avais senti que mon chum n'était pas à l'aise avec ça ou que c'était pas pantoute son genre, on se serait reviré de bord. Tu sais, quand on aurait changé de ouais, c'est ça. On aurait tout simplement dit bye-bye. Mais non, on aurait trouvé un autre modèle. Puis tu sais, c'est vrai que tantôt, j'étais un petit peu intransigeante en disant, mais tu sais, moi, 2 carriéristes, ça aurait pas pu le faire, mais tu sais... Non, mais c'est difficile, là. Ouais, c'est la réalité. Il faut savoir que dans le cas de mon chum, lui, il est mécanicien de marine marchande et il partait vraiment un mois on, un mois off. OK. Donc, mais il part où, genre? Ben, en c'est fait, des contrats un peu ouais, dans c'est le ça, nord, c'est beaucoup les Grands Lacs et OK. compagnie, ouais. Donc, c'était vraiment intense. Là, je parle au passé parce qu'après Jackie, dans le fond, ma dernière, ben, on a comme fait le choix ensemble qu'il ne retourne pas travailler. Ça fitait aussi avec, avec Viva, où est-ce qu'on était rendu et compagnie. Mais lui, il était bien là-dedans. Puis, c'était pas un gars destiné nécessairement à... C'était pas ça son but dans la vie. Là. À la base, il était pas tant bébé, là, mon chum. Là. On a vraiment découvert ça ensemble, mais... il se valorise dans son rôle de père. Il m'aide dans l'entreprise pour plein d'affaires. Nous, c'est notre équilibre. On est bien là-dedans. Fait que moi, j'ai pas reçu tant de... Ben, en tout cas, entre nous, ça a comme super bien, tout le temps bien fonctionné. Mon chum, c'est un gars qui a confiance en lui. Il est pas... des fois, fait ses affaires. Ouais, c'est ça, exact. Puis lui, c'est pas... il voit pas ça comme... on a quand même... Chaque modèle est un peu différent, mais je suis quand même traditionnelle, moi, des fois, dans un peu notre couple à nous, là, tu sais, je suis très... c'est comme si, oui, dans nos jobs, les rôles sont un peu inversés pour ce qu'on connaît de la société, mais on est bien là-dedans, puis... Fait que là, il vous donne un coup de main ouais, ben, tu sais, dans les événements, des fois, il y a toujours des choses à... Tu sais, comme... Quand tu as besoin d'un coup de main rapidement, ben, il est là. Puis en même temps, ben, tu sais, 3 enfants, il y en a tout en un qui est malade. Ouais, c'est ça. Aux 2 jours, là, il y en a un quart de la garderie ou de l'école. Là. Fait que c'est comme ça qu'on est bien et qu'on trouve notre bonheur. C'est vraiment bien, puis j'ai l'impression que c'est de plus en... Ben, peut-être qu'il y a quelques générations, tu sais, c'était plus mal vu, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est full accepté. Mais pas mal vu, mais c'était moins commun, mettons. Parce que toi aussi, oui, c'est ça. Moi, j'ai vécu le même milieu familial. Ouais. C'est ma mère qui travaillait beaucoup. Mon père travaillait aussi, mais il y a eu quelques années où il était à la maison. Ouais. Je pense que comme quand ma soeur est rentrée en maternelle, il est retourné travailler, quelque chose comme ça. Ouais. Puis, ben déjà, moi, j'ai adoré ce modèle-là, mais tu sais... Tu es vraiment proche de ton père aussi? Je suis vraiment proche de mon père aujourd'hui, puis tu sais, comme on a full une belle relation. Puis j'ai l'impression que lui, il y a, tu sais, on remonte comme 25 ans en arrière. Ouais, c'est quand même différent. Je pense que lui a déjà vécu des jugements ou tout ça. Fait que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens peuvent être mieux là-dedans, dans le sens où le regard des autres va être moins sévère, peut-être. Oui, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Ouais, je pense qu'il y a encore un peu de préjugés par rapport à des rôles inversés, mais tout est dans la façon de l'accueillir. Tu sais, justement, si quelqu'un, un gars qui n'a pas nécessairement confiance en lui puis qui se fait dire des petits commentaires, moi, je sais que mon chum, il s'en fout complètement. Puis c'est comme, il passe à autre chose. Puis même chose... pour répondre un peu à ta question, je pense qu'il faut pas... Moi, je me suis jamais sentie comme coupable, là, parce que je savais que j'étais une bonne maman quand même. Oui, à l'occasion, je pouvais pas être là en tout temps ou avoir un congé de maternité, mais je savais que je portais mon projet pour dire, je vais en avoir éventuellement plus de temps. Puis là, pas si longtemps, ma plus jeune a 5 ans, j'en ai plus de temps, je peux me libérer. Des fois, il faut voir un petit peu plus loin puis se projeter. Puis quand tu tombes pas dans la culpabilité de dire, ou de te comparer ou quoi que ce soit, moi, je sais que quand je suis là à 100%, que j'ai, pour moi, pallié des moments, justement, je le disais tantôt, les nuits, l'allaitement, ça, des moments vraiment privilégiés que j'ai eu avec mes enfants. Puis jamais je me suis dit, je suis peut-être moins qu'une autre, là, tu sais. Puis je pense que quand tu tombes là-dedans, ça peut être vite, là, spiné. Puis, c'est clair. Puis, Cécile, tu disais, j'ai toujours voulu être en affaires. Est-ce que tu viens d'une famille entrepreneuriale ou ça sort d'où, ce désir-là? C'est quoi ton background? Oui, non, mes parents, tu sais, ma mère est enseignante, mon père travaillait au gouvernement. J'avais mes tantes qui étaient en affaires, un magasin de meubles à Québec, ça s'appelait Ma Mobilier Actuel. Ils ont vendu il y a quelques années. Puis moi, je trouvais ça donc bien exceptionnel. Je pense quand même que ça a été mes modèles, tu sais, de me lancer.
Même, j'avais pensé un jour, j'étais là, hey, c'est un jour, je pouvais reprendre ça, tu sais, au moment. Puis même, ça s'était un peu présenté à moi il y a quelques années, sauf que je sentais vraiment que là, je me divisais trop. Qu'il fallait que tu étais propriétaire de Viva? Oui. Puis là, j'étais comme trop dans le développement de Viva. Puis là, j'avais commencé un petit peu, puis j'étais comme, hey, non, je suis en train de m'éparpiller. Puis des occasions d'affaires, là, à un moment donné, je pense que quand tu as un cerveau d'affaires, ben, des occasions, il y en a partout. Oui, clairement. Il faut que tu saches renoncer à certaines occasions pour être comme all-in dans ton projet. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Puis quand j'ai comme mis un X là, sur ce projet-là, puis que je suis allée comme à fond dans Viva, mais tu sais, finalement, ça a eu des beaux résultats. Là. Mais c'est quand même ça qui a allumé l'étincelle entrepreneuriale. Mon père aussi avait quand même s'il était au gouvernement, il avait un petit côté entrepreneur. Il avait acheté des terrains au lac Beauport, puis il avait construit des maisons par lui-même. Il est allé chercher ses cartes, puis c'était pas un gars c'était pas un gars de construction pantoute. Puis il cherchait comme à peut-être justement scaler quelque chose et tout. Donc, peut-être la petite fibre entrepreneuriale. Puis tu penses que des fois, tes parents t'ont jugé par... ou disaient que ça n'avait pas de bon sens de travailler autant ou des choses comme ça? Tu sais, des fois, quand nos parents... quand ton entourage n'est pas en affaires, des fois, ils peuvent avoir de la misère à comprendre. Travailler autant, non, parce que, tu sais, nous, l'éducation qu'on a eue, c'était vraiment... le travail, là, tu sais, c'était vraiment... Le travail était vraiment valorisé. Tu sais, moi, j'ai payé mes études. J'ai pas... tu sais, c'était comme important pour mes parents qu'on fasse nos choses par nous-mêmes et compagnie. Donc, tu sais, moi, il n'y a jamais personne qui a trouvé que j'en faisais trop. Là. Tu sais, c'était vraiment... Puis, comment est-ce qu'ils vivaient ça au début? Parce que là, tu travaillais beaucoup, tu avais d'autres jobs, mais tu soutenais quand même ton projet. Au début, est-ce que ton entourage te supportait quand même là-dedans ou il était comme, il faut qu'elle décroche peut-être, je sais pas? Au départ, le fait que j'étais tellement pas destinée à l'esthétique, j'étais tellement pas non plus une fille qui consommait de base de l'esthétique. C'était comme un peu complètement genre out of nowhere, de genre une clinique d'esthétique. Ça a dû surprendre. Oui, ça a quand même surpris. Puis tu sais, moi, je veux dire, j'étais à l'université, j'ai toujours eu des super bonnes notes. On dirait que je me souviens, surtout mon père, c'était comme un peu, mais pourquoi tu fais ça? D'esthétique, là. Puis même, tu sais, là, je dis mon père, mais j'avais des amis, tout le monde trouvait ça weird, là. Puis moi, j'étais je trouvais ça hot. La seule personne, pour vrai, qui, genre vraiment, que j'ai senti là, une certaine admiration là, au début de mon projet, c'est mon chum. Vous étiez déjà ensemble à l'époque? On venait de se connaître, puis je me suis, puis ça m'a marqué, parce que c'était vraiment, à chaque fois que j'en parlais, c'était comme... Ah, ouais, OK, tu sais, comme... Ouais, ça avait un drôle de feedback, puis, mais lui, il trouvait ça hot, puis il t'encourageait. Ouais, il était comme, tu sais, puis on commençait, là, puis je me souviens, il était là, ma blonde va se partir en affaires. Puis il était fier. C'était cool, là, ouais, vraiment. Mais sinon, au départ, beaucoup de monde se demandait qu'est-ce que je faisais là-dedans. Par rapport au choix. De choix de carrière. C'est vrai que, tu sais, je veux dire, ça a quand même pris quelques années avant que ça commence à fonctionner. Là. Puis, mais c'est normal. Tu sais, à un certain moment, peut-être vers 27, 28, là, dans ce coin-là, j'ai eu peut-être une petite... Tantôt, je disais, il n'y a jamais un moment, mais il y a eu une petite fraction de seconde où il y a comme une idée qui m'est passée comme par la tête. Puis je me suis comme dit, tu sais, je fais-tu le bon choix? Tu sais, parce que là, genre, je mets vraiment comme un X à n'importe quelle carrière, là, tu sais, au final. Après ça, c'est un no turning back. Mais ça a duré 2 secondes. Puis après ça, finalement, on continue. C'est vraiment beau. Puis, dernière question pour toi, en terminant. Si tu avais un choix ou une période de ta vie où que tu pourrais refaire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis, ça, je le ferais complètement différemment? Je suis tellement de la mentalité que, genre, tu sais, pas que j'ai pas fait d'erreurs, là, j'ai fait comme un paquet d'erreurs, là, ça sonne, tu sais, ça va peut-être sonner un petit peu cliché, mais non, écoute, mon parcours, je l'aime comme ça, il est parsemé d'un paquet d'embûches, des fois des mauvais choix, mais au final, qui s'avère être comme un apprentissage, puis une genre de route qui t'amène ailleurs. Fait qu'on dirait que à partir du moment où mon chemin, ça a été ça. On dirait que je suis comme tellement en paix avec ça. Là. Je suis pas quelqu'un qui regarde trop en arrière. Donc, c'est quoi les mauvais choix que tu as faits? Tu sais qu'avec du recul, tu les aurais pas fait de même.
sais, on n'a pas fait de gros mauvais choix, mettons, d'affaires, là, tu sais, qu'on s'est planté, là, solide. Rapidement, mon Dieu, j'essaie de penser. C'est bon, ça. Ouais. Ben là, on dirait que c'est comme. Non, mais tout le monde fait des erreurs, oui, c'est ça. Mais vite comme ça, il n'y a pas de quoi que tu t'es dit, ah, merde. Ben, tu sais, des fois, il y a des services qu'on a lancés que, tu sais, finalement, ça n'a pas tant pogné, puis on les a retirés et compagnie. Ben, mais OK, là, j'ai quelque chose en tête. Là, je me souviens, au départ, ben, dans vraiment les premières années, on avait comme mal calculé nos prévisions, genre de taxes, là, je pense, ou d'impôts, là, tu sais, parce que je pense qu'à partir d'un certain montant, tu payes à chaque mois ou je sais pas quoi. Puis là, ben, on dirait que j'étais vraiment comme pas proche de ça. Pas provisionné, oui. Puis là, ouais, vraiment, là, tu sais, puis... ouais. Puis, non, ça avait été vraiment comme un gros stress, ça, là. Ça, c'est clair. Là, genre, je me souviens, l'appel, là, tu sais, comme quoi, là, il y avait vraiment comme un montant, là, tu sais, à payer. Puis là, c'était comme, oh my God, catastrophe. Puis là, j'avais pas... Tu sais, là, il fallait que j'ai ça à Sim, tu sais, Sim, qu'il me fait full confiance. Puis là, je l'avais vraiment pris sur mes épaules. Mais là, tu prends une entente, puis ça va bien, oui, c'est ça. Ouais, exact. On avait pris une entente, puis on s'en était sortis, compagnie. C'est pas dramatique, mais ça crée beaucoup de stress. Au moment là, genre, où j'avais reçu cette nouvelle-là, c'était comme la... Et puis surtout avec le gouvernement, là, tu veux pas que ça oui, non, c'est ça, exact. Ouais. Fait que ce moment-là, tu sais, de ne pas avoir regardé mes affaires assez. C'est comme je m'étais pas douté un peu, tu sais, l'entreprise faisait plus, un chiffre d'affaires qui avait comme augmenté beaucoup. J'avais pas été proche de mes chiffres. Puis, est-ce que tu faisais toute la comptabilité à l'interne au début? Ben, au départ, moi, j'avais comme un peu de base en comptabilité. Fait que oui, je faisais la comptabilité, mais rapidement, je me suis comme pris une technicienne comptable à l'externe qui faisait comme mes conciliations bancaires et compagnie. Mais c'était moi qui faisais les paiements, ces choses-là. Fait que, bref, il y avait eu un laisser-aller, là, clairement, là, de mon côté. C'est le responsable. Merci beaucoup, Cécile, pour ton temps. C'était vraiment intéressant. Mais ça m'a fait plaisir, vraiment le fun. Merci. Discussion super intéressante aujourd'hui avec Cécile. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est que c'est parti en affaires dans le domaine de la médico-esthétique, alors qu'elle n'était pas du tout dans le domaine auparavant. Elle a juste su saisir une opportunité. C'est incroyable. Puis, ce qui m'a impressionné aussi, c'est sa capacité à se structurer pour pouvoir reproduire son concept. C'est assez exceptionnel. Vraiment. Si vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir encore plus d'entrepreneurs d'ici.